Merci de rester fidèle au programme d'ITV. C'est parti pour cette édition du soir. Les jeunes de Ngor pas prêts à arrêter le combat pour récupérer le terrain à l'origine du litige. Ils rejettent les 3000 mètres carrés que le chef de l'État leur a offerts. Les éleveurs du département de Kaffrine en colère contre la commission de distribution de l'aliment de bétail. Selon eux, ils n'ont encore rien reçu. Ils craignent pour l'approvisionnement correct du marché en moutons. Les habitants de la zone B n'en peuvent plus des eaux usées qui envahissent leur quartier. Selon eux, les travaux du BRT sont à l'origine de cette situation. Ils interpellent les autorités. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bonsoir et bienvenue. Chaude journée hier à Ngor après les affrontements entre les forces de l'ordre des jeunes. Des blessés ont été notés en mort signalés malgré les propositions du chef de l'État d'attribuer 3000 mètres carrés aux habitants de Ngor. Certains jeunes ne veulent rien entendre. Ils rejettent l'offre du président de la République. Voyons tout cela dans ce reportage signé Mamseno Obama. L'odeur des lacrymogènes et des pneus brûlés nous titille les narines. Sur la route, des tas de pierres et de débris de verre. Les violentes manifestations d'hier ont laissé leurs traces à Ngor. Les jeunes de Ngor trouvés dans cette grande place ne sont pas prêts à reculer. Cet habitant déchire le communiqué du ministre de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur ne vous a pas donné les bonnes informations. La fille dont il parle a été tuée par balle réelle. Les forces de l'ordre l'ont sortie de l'eau, torturée jusqu'à ce qu'elle succombe. Il y a également un autre mort retrouvé à l'intérieur de l'hôtel. Que les autorités disent la vérité aux gens. Nous sommes prêts à résister. Pape Madjikendoy, pour sa part, se plaint du comportement des forces de l'ordre. Vraiment, on l'a vécu avec difficulté. Parce qu'on s'est retrouvé avec des milliers de gendarmes qui sont venus avec des lacrymogènes jusqu'à la nuit. Jusqu'à la nuit, hein. Ça a duré jusqu'à la nuit. Ils ont tiré partout des lacrymogènes que vous ne pouvez même pas respirer. Regardez comment ils ont fait le village. Ils ont barricadé le verre, personne ne peut rentrer, personne ne peut sortir. Il n'y a rien. Les femmes même ne peuvent plus aller au marché pour cuisiner. Il balaie également d'un revers de main les négociations d'hier soir entre les notables du village et le président de la République. Il paraît que nos autorités sont parties négocier avec le président hier nuit, mais c'est leur responsabilité. Nous, on ne veut pas du 50-50, on veut tout, sinon on dégage. Parce que l'éducation de nos enfants, ça compte. Il y a des centaines de jeunes qui sortent ici pour aller à l'école. On finance sur l'éducation des centaines de millions par an. Nous, les parents d'élèves qui sont là, on est fatigués. Si tu as 3 enfants, tu leur donnes 3000 francs par jour. C'est difficile. Il n'y a pas de CM à Ngor, il n'y a pas de lycée. Une seule gendarmerie peut piloter tout ici. Ngor Wakam, une seule gendarmerie peut le piloter. Ces habitants de Ngor, très remontés contre les forces de défense et de sécurité et leurs autorités, comptent poursuivre leur combat jusqu'à la dernière énergie. Les dignitaires de ce quartier, par contre, demandent aux deux parties de baisser les armes pour la stabilité du pays. Et puis ce communiqué de la Croix-Rouge sénégalaise en véhicule. Donc la Croix-Rouge sénégalaise a été caillassée et incendiée par un groupe d'individus non encore identifiés lors des manifestations de Ngor. Le véhicule complètement calciné était affecté à la logistique des programmes humanitaires menés par la Croix-Rouge sénégalaise à l'échelle du pays. De tels incidents, souligne le communiqué, sont de nature à compromettre dangereusement le service humanitaire que les populations vulnérables attendent de la Croix-Rouge. Le mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge condamne ces ajustements et appelle au respect strict du personnel des biens et services de la Croix-Rouge. En aucun cas, ils ne doivent pas être pris pour cible. Le communiqué rappelle également que depuis le début des événements, les volontaires du comité local de la Croix-Rouge de Ngor déployés sur le terrain ont pris en charge 16 victimes, dont un élément des forces de défense et de sécurité, et évacué 5 blessés par pirogue vers l'île de Ngor.
Manifestation, cette fois-ci, des habitants de Sébi-Péage, c'est dans la commune de Sébi-Kotan. On aborde du chantier, la deuxième phase du train express régional. Ils réclament des tunnels et des passerelles. Ils se disent isolés. N'est-ce pas, Babacar Seck? Les travaux de la deuxième phase du TER risquent d'isoler les habitants du lotissement de Sébi-Péage qui font un détour de 3 à 4 km pour rejoindre la route nationale. Malheureusement, nous avons découvert que le TER qui est en train de passer à Sébi-Kotan risque totalement d'enfermer le secteur. Ce qui veut dire que c'est plus de 50 000 personnes qui vont faire tous les jours un détour de plusieurs kilomètres pour pouvoir accéder à la route nationale. À cela s'ajoute le fait que les gens malades, les troisième âges et autres ne pourront pas librement circuler. C'est pourquoi nous demandons à l'État de comprendre que ces grands travaux, que nous saluons d'ailleurs, doivent avoir une dimension humaine, c'est-à-dire permettre aux gens quand même de pouvoir circuler librement. Les populations veulent une passerelle et un tunnel pour faciliter la circulation. Ici, on veut un tunnel et on veut une passerelle. C'est la seule voie d'accès, ce qui fait que si nous n'avons pas ce tunnel et cette passerelle, les gens vont faire des kilomètres pour accéder à leur habitation. Évidemment, dans des zones parfois mal éclairées, ce qui posera des problèmes de sécurité, des problèmes d'agression et éventuellement des viols pour les dames. L'accès à l'eau est aussi une difficulté que vivent les habitants de Sébi-Péage. Il se trouve que le KMS 3 passe par Sébi-Kotan et Sébi-Kotan n'est pas alimenté en eau. Ces nouveaux quartiers ne sont pas alimentés en eau alors que le KMS 3 passe au milieu de Sébi-Kotan. L'éclairage aussi fait défaut. Somme toute, c'est un ensemble de problèmes que nous vivons. Mais le problème le plus crucial aujourd'hui, c'est évidemment ce TER qui va enfermer Sébi-Kotan et qui fera des habitants de Sébi-Kotan des prisonniers dans leur propre maison. À cheval, entre l'autoroute à péage et le tracé du TER, les populations demandent à l'APEX de revoir les voies d'accès entre quartiers. Je le disais en titre, colère des éleveurs du département de Kaffrine. Ils fustigent l'attitude de la commission de distribution de l'aliment de bétail. Ils l'accusent de n'avoir jusqu'ici rien donné aux éleveurs. Ils craignent que le marché ne soit pas bien approvisionné en moutons pour la fête de Tabaski. Oumar Ndiaye. Les éleveurs établis dans le département de Kaffrine et certains de Khelkom ruminent leur colère. Selon Adran Dieng, secrétaire général départemental de Malem Oda du syndicat unique des éleveurs du Sénégal, CS, il n'ont jusqu'ici reçu rien. Le gouvernement a déjà versé l'argent dans les banques pour l'aliment de bétail, mais les responsables refusent d'acheter sous prétexte que les industries leur doivent de l'argent. Selon ces éleveurs, en cette période où il n'y a plus d'herbe dans la forêt, l'aliment de bétail est leur seul recours pour entretenir le bétail, surtout en cette veille de Tabaski qui nécessite un bon approvisionnement du marché. Le cheptel va en pâtir. Beaucoup d'éleveurs n'arrivent plus à nourrir leurs moutons correctement. À cette période où il n'y a plus d'herbe, la commission de distribution doit être auditée. Je m'appelle Amoudou Hassanka du syndicat CS et j'habite dans la commune de Boulel. Dès son accession au pouvoir, le président de la République a donné 4 milliards aux éleveurs, mais ils n'ont jamais bénéficié. On arrive à peine à avoir accès à l'aliment de bétail et ce qui fait que la croissance du bétail est ralentie. Nous sommes fatigués, la brousse est brûlée. Et notre bétail est en train de mourir. Nous interpellons le président Macky Sall et le premier ministre Amadou Ba qui est en charge du secteur. Fort de tout cela, les éleveurs de Kaffrine demandent au chef de l'État et aux services compétents d'envoyer des émissaires à Kaffrine pour auditer la commission de distribution de l'élément de bétail. Oumar Ndiaye, la commune de Saloum Diané, dans le département de Founioun, fait face à plusieurs difficultés. La commune ne dispose pas beaucoup d'infrastructures. Le maire interpelle le chef de l'État, Sidi Kanté, c'est le maire de la commune de Saloum Diané. Il est interrogé par Moutagakan. Le président de la République doit s'intéresser davantage à Saloum Diané. On manque presque de tout. Notre unique forage ne fonctionne pas normalement. Les routes sont défectueuses. En plus, on n'a pas suffisamment d'électricité. Depuis longtemps, on nous promet une installation électrique pour l'ensemble des 28 villages, mais on ne voit rien du tout. Encore une fois, l'électricité ne couvre qu'une partie de la commune. Du point de vue du poids électoral, notre commune, qui fait partie des plus importantes du pays, compte 56 conseillers et 10 000 électeurs. Lors des dernières élections présidentielles, 90% des suffrages des électeurs de la commune
se sont exprimés pour la coalition au pouvoir. Lors des élections locales, sur les 24 bureaux de vote, j'en ai gagné 20. Les opposants n'ont eu que 4 bureaux. Nous ne comprenons pas que tous les programmes importants soient amenés à Dakar. Le président doit s'intéresser à Saloum Diané. Nous lui avons tout donné. Actuellement, nous n'accepterons plus d'être les dindons de la farce. Nos étudiants diplômés peinent même à trouver le moindre emploi. Une pétition à l'initiative des habitants de la zone B. Ces derniers n'en peuvent plus des eaux qui envahissent les rues du quartier à cause des travaux, disent-ils, du bus rapide transit, le BRT. Ils interpellent les autorités. Les détails dans ce reportage est signé Pierre Chenon. C'est un véritable calvaire que vivent, selon eux, les habitants et travailleurs du quartier zone B de Dakar. Depuis le lancement des travaux du bus rapide transit, l'assainissement laisse à désirer. Résultat, les rues de part et d'autre des zones de travaux se transforment en véritables rivières. Et les riverains se retrouvent les pieds dans l'eau. Inquiets, ils craignent pour leur santé. Oui, le calvaire est dû à tout. Bon, on peut dire avec les maladies, les saletés, tu vois. Vous-même, vous constatez qu'il y a les saletés qui... Les gens viennent verser même des saletés, des ordures, parce qu'ils pensent que c'est un dépotoir d'ordures. Alors, c'est juste un quartier. Ça peut favoriser même des maladies comme le paludisme, tu vois, avec l'anophèle femelle. Ça développe. Ces inondations surviennent à quelques semaines seulement du début de l'hivernage. Les habitants commencent à craindre le pire et les marchands s'inquiètent de ne plus pouvoir poser leurs étals. Avant, on était là-bas. Maintenant, on est ici, devant la perception. Si l'eau reste ici jusqu'à l'hivernage, on n'a pas, les travaux n'ont pas fini. Ce n'est pas bon. Maintenant, les clients, s'ils passent, ça nous pose des problèmes pour vendre. Oui. La population a alerté les autorités responsables des travaux du BRT. Celles-ci n'ont toujours pas apporté de solution. Une pétition a récemment été lancée. 40 signatures ont jusque-là été recueillies. En politique, Aïda Mbodj ne participera pas au dialogue annoncé par le chef de l'État. Il n'y voit pas l'utilité. Aïda Mbodj s'est également prononcée sur la condamnation d'Ousmane Sonko. Selon elle, cela constitue une entrave à la démocratie. Ami Diouf et Seleman Diallo. Ousmane Sonko est le champion de la coalition Yewwi Askan Wi, clame haut et fort la présidente du parti Alliance Nationale, And Saxal Liguey. Aïda Mbodj rejoint le leader du parti PASTEF et dit niet à l'appel au dialogue du président Macky Sall. And Saxal Liguey ne participera pas du tout au dialogue envisagé, vu le contexte où le président de la République refuse encore d'annoncer qu'il n'a pas droit à un troisième mandat. Un dialogue politique que nous considérons illégitime, vu le contexte où de nombreux acteurs politiques sont encore détenus arbitrairement. And Saxal Liguey continue d'exiger leur libération immédiate et sans condition. L'ancienne ministre de la Femme confirme sa position de défenseur du leader de PASTEF. Elle condamne la condamnation de Ousmane Sonko qui, selon lui, trahit les vertus de la démocratie. And Saxal Liguey est un membre fondateur de la coalition Yewwi Askan Wi, dont nous avons toujours privilégié la cohésion. Le président Ousmane Sonko a mon soutien total, comme d'habitude, et entier, ainsi que le soutien de mon parti, And Saxal Liguey, relativement à l'acharnement judiciaire, toute nature confondue dont il est en train de vivre. Nous demeurons convaincus que le processus judiciaire et électoral destiné à le rendre inéligible trahit les principes et les vertus de notre démocratie. Le parti And Saxal Liguey reste et demeure au sein de la coalition Yewwi Askan Wi. Aïda Mbodj confirme son adhésion dans le mouvement F24. Nous sommes d'autant plus à l'aise et nous sommes plus que jamais debout, parce que ce n'était pas évident en 2021, quand on s'était levé spontanément pour défendre Ousmane Sonko. C'était plus difficile à l'époque que maintenant. Notre parti a volontairement et librement adhéré au mouvement des forces vives du Sénégal F24, une adhésion qui se justifie par la raison d'être de ce mouvement,
qui est en adéquation avec l'idéologie de notre parti. En vue de sa participation à l'élection présidentielle, le parti avait pris la décision d'organiser un congrès d'investiture le 21 mai 2023 au Grand Théâtre. Mais il n'a jusque-là pas l'accord de la direction du Grand Théâtre. Ami Diouf, la mairie de Mbao apporte des précisions sur la délivrance de l'autorisation de construire un promoteur sur le site de la cité Concert Sonatel. Cheikh Mbao affirme que c'est le maire Abdou Karim Sall qui a signé le document car le site est immatriculé sur le foncier du département de Pikine. Je vous propose de l'écouter. L'autorisation de construire a été bel et bien signée par le maire. Pourquoi? Parce que tout simplement, les titres qui sont au niveau de cette zone, de cette localité, sont immatriculés dans le livre foncier du département de Pikine. Et aujourd'hui, tout document immatriculé d'EP donc, doit impérativement solliciter une autorisation de construire au niveau de la commune de Mbao et dans le département de Pikine. Et il faut signaler que toutes les autorisations de construire qui ont été données dans cette zone ont été faites par le maire de Mbao parce que tout simplement, les titres donc, sont immatriculés d'EP. Donc c'est inscrit dans le livre foncier du département de Pikine et par conséquent, Rufisque ou le maire de Rufisque-Ouest ne peut pas délivrer une autorisation ou signer un document quelconque sur des documents fonciers qui sont immatriculés dans le département de Pikine. Maintenant, ce qu'il faut dire de façon définitive et de façon vigoureuse, c'est que les politiciens qui tentent de jeter le discrédit sur le maire Abdou Karim Sall, par rapport à ce dossier, je leur dis de déchanter parce qu'il n'en est absolument pour rien. Le maire n'est aucunement mêlé à une histoire de litige ou de malversation foncière au niveau de la commune de Mbao. Il s'agissait donc de Cheikh Thiaw qui réagissait au nom du maire de Mbao, Abdou Karim Sall. Une histoire d'amour entre un professeur et une étudiante à l'origine d'une fuite d'épreuves à l'université Alioune Diop de Bambey. Nos reporters ont tendu le micro aux étudiantes de ce temple du savoir pour recueillir leurs avis sur la relation ou les relations entre les étudiantes et les professeurs. Beaucoup d'entre elles n'ont pas voulu réagir, d'autres se limitent la relation plutôt à la pédagogie. C'est un sujet de Mamadou Dian et de Serigne Salou Dème. À 14h, une partie de la cour du campus pédagogique presque déserte. Les étudiants toujours dans les amphithéâtres. Quelques-uns sortent des salles de cours, difficile de leur arracher un mot sur leur rapport avec les professeurs. D'autres dans les jardins se penchent sur les cours. Parmi eux, Alimatou Mané. Personnellement, moi, je suis le responsable de notre classe des relations avec nos professeurs. Je suis l'intermédiaire entre les professeurs et les étudiants de notre classe, oui. L'étudiante révise des cours dispensés par des professeurs avec qui les relations se limitent à la pédagogie. Aucune tentation. Non. Il n'y a pas de tentation. Oui, je me sens un peu à l'aise parce que je suis ici depuis l'année dernière. Oui. Je me suis un peu habituée, même si c'est difficile, mais ça serait mieux de s'habituer pour pouvoir étudier tranquillement. Ouais, ça va. Avec les professeurs, ça va. Aucune tentation venant des professeurs, mais du côté des camarades étudiants, la responsable de son groupe répond par l'affirmative. Seulement Alimatou oriente son attention sur ses objectifs. Les garçons, c'est naturel. En tant que fille, moi je suis une fille. Il y aura sûrement des garçons qui viendront me dire que chacune a ses objectifs. Moi j'ai mes objectifs. Alors je ne vais pas me tarder ici à cause de quelqu'un. Parce que je me suis battue bec et ongle jusqu'à arriver à l'université. Mais aucun homme ne me fera mes objectifs. Néanmoins, étudier à l'université Alioune Diop de Bambey est loin d'être une sinécure d'après l'étudiante, et cela jusqu'aux soins. Les conditions sont un peu difficiles. Mais bon, comme on parle d'études, on fera bien de s'habituer. Oui. Les conditions sont très difficiles même. Oui. Même la pharmacie, tu peux être malade, on te crée des médicaments, tu n'auras même pas aller en ville pour les acheter, alors que ce n'est pas normal. On devait avoir ici des médicaments. En tout cas, c'est difficile à Bambey. Oui. C'est trop difficile. Ah, un peu. En tout cas, nous sommes des nouvelles. Problème là. Et pour des solutions à ces innombrables problèmes, les étudiants décrètent fréquemment des journées sans ticket.
En revanche, les professeurs semblent se tenir à carreau pour ce qui est des relations interpédagogiques. Mamadou Dian, les autorités de l'Église catholique sont satisfaits de l'état d'avancement des travaux à quelques jours du pèlerinage marial de Popenguine. Il s'agit des travaux de reconstruction de la grotte de Marie. Les bonnes volontés sont invitées à continuer à participer pour l'achèvement des travaux. Voyons tout cela dans ce compte rendu signé Montega Kane et Mamoudouba. La grotte mariale de Popenguine a totalement changé de visage. La campagne de levée de fonds qui a permis le démarrage des travaux a porté ses fruits. Sur les 100 millions demandés, nous sommes à 66 825 485 francs CFA. Nous avons eu à dépenser 47 436 610 francs. Ce qui fait que nous avons un solde de 19 388 875 francs. Les travaux sont presque terminés. François Gomis en est le maître d'œuvre. On est à 85% des travaux. Le remblai, on est à 90%. C'est ce que vous voyez là, la terre rouge là que vous voyez. La maçonnerie en pierre, on est à 90%. Ce qui reste, c'est juste de l'édifice à terminer. Dans 3 semaines, tout le gros œuvre, en ce qui concerne le gros œuvre, le pavage, tout ça sera terminé. Les membres du comité de pilotage des travaux lancent un appel aux bonnes volontés pour leur permettre de finir le travail. Ce que je voulais faire, c'est juste lancer un nouvel appel à tous les fidèles chrétiens et à toutes les bonnes volontés pour vraiment booster le financement de cette grotte. Nous en sommes presque à la finition et tout le monde sait que dans les constructions, la finition est la partie la plus difficile. L'édification de la grotte mariale vient s'ajouter à la construction de la basilique et l'achèvement du nouveau sanctuaire à l'honneur de la Vierge Marie. Pendant ce temps, les habitants de Tchalan, c'est dans les îles du Saloum, viennent de bénéficier d'une ambulance grâce à des partenaires indiens. Selon les autorités locales, cette ambulance va beaucoup aider dans l'évacuation des malades. N'est-ce pas, Adamassar? Ouf de soulagement pour les populations insulaires du village de Tchalan situé dans les îles du Saloum. Longtemps confrontées à des problèmes d'évacuation sanitaire, elles viennent de bénéficier d'une vedette ambulance. Cette ambulance est un don qui vient à point nommé. Parce que, comme vous le savez bien, la population de Tchalan, les îles, d'une manière générale, sont très enclavées. Ce qui fait que pour l'évacuation vraiment sanitaire, ça a posé vraiment beaucoup de problèmes. Particulièrement au village de Tchalan, qui est une localité ne disposant pas de poste de santé. Ce qui fait que les difficultés sont tellement grandioses. Cette ambulance vraiment va régler le problème d'évacuation des malades. Parce qu'imaginez que les femmes accouchent dans les pirogues. Donc cette ambulance est venue à son heure, c'est un don vraiment qui a une importance très capitale. Cette vedette ambulance est acquise grâce au soutien de partenaires indiens. Si les populations de Tchalan ont pu bénéficier de cette ambulance, c'est grâce à un fils de ce village qui travaille avec les Indiens. Vu les difficultés auxquelles les habitants de son village sont confrontés, surtout en ce qui concerne l'évacuation sanitaire, il a soumis cette doléance aux partenaires indiens qui ont réagi en leur donnant cette vedette ambulance d'une valeur de 7 millions de francs CFA. Le maire de la commune de Bassoul apprécie. Les évacuations, c'est un énorme obstacle pour nous. Parfois, pour évacuer, nous avons 3 sites de destination, à savoir Foundiougne, Ndangan et Sokone. Et parfois, nous avons ces difficultés-là pour évacuer, surtout les femmes en état de gestation, ce qui cause un problème majeur dans la mise en cause ou la mise en valeur du secteur sanitaire. Parce que n'oubliez pas que le secteur sanitaire est avant tout la base
humaine ou sociale de toute activité ou bien de tout développement. C'est avec cette vedette ambulance offerte par les partenaires indiens que les insulaires du village de Tchalam, situés dans les îles du Saloum, vont pouvoir évacuer désormais leurs malades vers. La Commission africaine des droits de l'homme et des peuples condamne avec la plus grande énergie les interdictions de manifestations et les arrestations d'opposants politiques ou d'activistes au Sénégal. La CADHP, qui tient son 75e session ordinaire à Banjul, regrette la régression de la démocratie et de l'état de droit dans notre pays. Je vous propose de suivre ce compte rendu de nos correspondants ou bien de nos envoyés spéciaux à Banjul, Mamadou Gueye Kassé et Sirignon. L'image du Sénégal est traînée dans la boue. Le portrait flatteur du pays de la Teranga est abîmé par les événements politiques de ces dernières années. L'exposé de la vice-présidente de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples est sans équivoque. Donc, le constat que j'ai fait, c'est qu'il y a un rétrécissement de l'espace civique, des atteintes à la liberté d'expression, la liberté de manifestation. Il y a eu également des arrestations que je considère peut-être arbitraires et même parfois, je dirais, des arrestations qui ont duré pour certains. Et pour ce qui est de la réputation du Sénégal, considéré comme un îlot de paix et de stabilité dans un océan de turbulences, Maya Salih Fadel conjugue hélas au passé. Tous ces aspects ne sont pas l'image que nous avions du Sénégal. Je l'ai dit dans mon rapport, le Sénégal était un modèle de stabilité et de démocratie en Afrique et dans la sous-région. À l'en croire, il n'est pas encore trop tard pour le pays de se redresser. Et pour y arriver, voilà ce qu'elle suggère. Donc, ce que j'ai fait comme recommandation, c'est que l'on puisse, sur le plan politique et institutionnel, accorder plus de crédit justement à l'action de ceux qui viennent se prononcer sur le prochain mandat du président de la République. Donc il faut les écouter, c'est la liberté d'expression, c'est la liberté des partis politiques également de donner leur opinion. Et c'est ça justement le poumon de la démocratie. Et de notre côté, ce que je recommande également au Sénégal, qu'à l'approche des prochaines élections présidentielles, que tout se passe de manière pacifique, quels que soient les candidats qui vont se présenter à la présidence. Toutefois, la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples salue l'élévation de Fatou Fall de colonel au grade de général de l'armée nationale, une première dans l'histoire du Sénégal. Elle invite cependant tous les pays de la sous-région ouest-africaine à s'inspirer de ce bel exemple. Mamadou Gueye Kassé, la vice-présidente de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, magnifie l'appel au dialogue du chef de l'État. Pour elle, c'est une bonne initiative pour apaiser le climat politique et social. Nous l'écoutons. Moi, je pense que l'appel au dialogue est quelque chose de très important. Ça permet tout d'abord d'écouter, de s'écouter les uns et les autres, d'échanger. Même si on est dans le cadre de ce que j'appellerais des positions contradictoires, mais comme on dit, de la contradiction vont naître notamment de nouvelles idées. Donc il est important que ce dialogue soit également un dialogue apaisé. Ceux qui sont contre ce dialogue, je sais qu'il y a eu une coalition qu'on appelle F24 maintenant, cette coalition de partis notamment, qui est en train de discuter, qui est en train d'échanger sur ce dialogue, mais il me semble que c'est un premier pas qui est fait par le président Macky Sall à l'endroit de l'opposition. Ne pas rester sur des positions strictes en disant on n'a pas besoin de ce dialogue. Non, il faut dialoguer, des portes ouvertes seront importantes. Il y aura également des propositions et cet échange pourra peut-être garder et regarder également la maturité du peuple sénégalais. Ça, c'est très important. Les propos recueillis donc par Mamadou Gueye Kassé et Sidignan, nos envoyés spéciaux à Banjul. Et puis en sport, l'équipe du Sénégal U17 qualifiée pour les demi-finales la Coupe d'Afrique des Nations, CAN U17, les Lionceaux ont battu les Sud-Africains sur le score de 5-0. Amara Diouf a inscrit un doublé. Les Lionceaux sont également qualifiés pour la Coupe du Monde U17. Nous allons y revenir en détail dans nos prochaines éditions. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur les antennes d'ITV. Au revoir.